Je suis Allison, j'ai 29 ans, et je n'aurais jamais pensé que mon propre frère détruirait quelque chose d'aussi précieux pour moi. Après avoir bâti ma carrière dans la tech à partir de rien, je suis rentré à la maison pour ce qui aurait dû être une visite familiale paisible. Puis Brian m'a demandé d'emprunter 33 000 $. Quand j'ai refusé, sa vengeance a été rapide et délibérée. « Oh, désolé. J'ai accidentellement fait tomber ton ordinateur portable dans la piscine », a-t-il dit avec un sourire narquois. Papa a immédiatement pris sa défense. Ce n'était qu'un accident. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais prévu. Si vous appréciez déjà cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez et cliquez sur le bouton s'abonner pendant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite. Mon parcours dans l'industrie de la tech a commencé il y a 8 ans lorsque j'ai décroché un poste de débutante chez TechFusion, l'une des plus grandes entreprises de logiciels de Seattle. À force de nuits blanches, d'innombrables certifications et d'une détermination sans faille, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir chef de projet senior. Mes collègues me respectaient. Mes clients me faisaient confiance. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais valorisé. Ce sentiment m'était étranger, surtout en grandissant dans l'ombre de mon frère, Brian. Brian a 31 ans, 2 ans de plus que moi, mais il se comporte comme s'il n'avait jamais quitté son adolescence. En grandissant, il était l'enfant chéri qui ne pouvait jamais mal faire aux yeux de notre père, Daniel. Papa, qui a maintenant 61 ans, a bâti une entreprise de construction prospère à partir de rien et a toujours eu cette vision de Brian reprenant l'entreprise familiale. Le problème était que Brian n'a jamais montré d'intérêt sincère pour le travail acharné. Depuis que nous étions enfants, il y a toujours eu des règles différentes pour nous. Quand Brian a cassé mon projet d'exposition scientifique la veille du jugement, papa a dit qu'il était juste curieux de savoir comment cela fonctionnait. Quand il a emprunté ma première voiture et l'a rendue avec un réservoir vide et une aile cabossée, papa m'a remis 40 $ et m'a dit d'être plus généreuse avec mes affaires. Le schéma était clair et constant. Brian prend aux ruines, et papa trouve des excuses. Notre mère, Eleanor, 58 ans, n'a jamais été assez forte pour s'opposer à papa. Elle me glissait des excuses secrètes et de petits cadeaux après ces incidents, comme si cela pouvait compenser son silence quand cela comptait. Ton frère a juste une façon différente de montrer son amour, murmurait-elle. J'ai cessé d'y croire quand j'avais 12 ans. Je me souviens avoir économisé pendant 6 mois pour acheter un appareil photo pour mon cours de photographie. Brian l'a emprunté pour un voyage de week-end avec ses amis et l'a rendu avec l'objectif fissuré. Les choses se cassent, Allison. Arrête d'être si matérialiste, a dit papa quand j'ai pleuré. Maman m'a acheté une nouvelle sangle pour l'appareil photo cassé, comme si cela allait arranger quoi que ce soit. Malgré tout, j'ai réussi à construire ma propre vie. Je me suis payé l'université avec des bourses et des emplois à temps partiel que papa qualifiait de distraction. Quand j'ai déménagé à Seattle pour mon premier vrai emploi, Brian a ri et m'a donné 6 mois avant que je ne revienne en rampant à la maison. C'était il y a 8 ans. La récente réunion de famille était l'idée de maman. Elle allait avoir 58 ans et voulait que nous soyons tous à nouveau sous le même toit. Juste 3 jours, a-t-elle plaidé au téléphone. Ton père te manque, même s'il ne le dira pas. J'en doutais, mais ma mère me manquait, alors j'ai accepté. J'ai préparé soigneusement mes bagages pour le voyage de retour à Portland, en m'assurant que mon ordinateur portable était en sécurité. Cet ordinateur portable contenait tout, les projets de mes clients, les photos personnelles, les documents financiers et le plan d'affaires de la société de conseil que j'espère lancer l'année prochaine. J'avais des sauvegardes dans le cloud pour la plupart des choses, mais les fichiers de projet les plus récents et mon plan d'affaires presque terminé étaient uniquement sur cette machine. J'y avais travaillé pendant le vol et je n'avais pas eu l'occasion de tout synchroniser. Lors du premier dîner à la maison, j'ai remarqué que Brian était plus calme que d'habitude. Au lieu de dominer la conversation avec des histoires exagérées sur ses affaires, il semblait distrait, vérifiant son téléphone sous la table. Maman a comblé le silence en me posant des questions sur mon travail, ce qui semblait l'irriter encore plus. Alors, combien te paie-t-il ces jours-ci, a-t-il finalement demandé, son ton désinvolte, mais ses yeux perçants. Assez, ai-je répondu, ne voulant pas entrer dans les détails. La vérité était que je me débrouillais très bien financièrement. Vivre en dessous de mes moyens et investir judicieusement m'avait permis de me constituer un filet de sécurité confortable. Ce que je ne savais pas alors, mais que j'allais découvrir plus tard, c'est que l'entreprise de décoration intérieure de Brian était en faillite. Son ex-femme, Vanessa, m'avait appelé des mois plus tôt, inquiète de ses habitudes de jeu,
mais j'avais rejeté cela comme de l'amertume post-divorce. Maintenant, j'aimerais y avoir prêté plus d'attention. Ça doit être bien, a-t-il murmuré, de n'avoir aucune responsabilité, juste toi à t'occuper. Maman a rapidement changé de sujet, mais le courant sous-jacent était clair. Brian avait des ennuis, et d'une manière ou d'une autre, cela allait devenir mon problème. Je ne savais juste pas à quel point cela arriverait vite. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt pour traiter quelques emails de travail avant que les activités familiales ne commencent. J'étais assise sur la terrasse avec mon ordinateur portable quand Brian est apparu, ayant l'air étonnamment soigné pour 7h30 du matin. Il portait ce que j'ai reconnu comme sa tenue de réunion d'affaires. Une chemise boutonnée bleu vif et un jean foncé au lieu de ses t-shirts froissés habituels. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, hein, a-t-il dit, tirant une chaise à côté de moi. Toujours en train de travailler. Tu sais, tu devrais profiter davantage de la vie. J'aime mon travail, ai-je répondu, terminant un email avant de lui accorder mon attention. Qu'est-ce qui t'a levé si tôt? Il a jeté un coup d'œil vers la maison pour s'assurer que nous étions seuls. Je voulais te parler de quelque chose d'important. Une opportunité d'affaires, en fait. J'ai fermé mon ordinateur portable, sentant déjà une tension familière envahir mes épaules. Quel genre d'opportunité? Je développe l'entreprise de design, a-t-il dit, se penchant en avant avec un enthousiasme maîtrisé. J'ai cette opportunité incroyable de m'associer à un promoteur sur un projet de condo de luxe. Le rendement potentiel est énorme. Ça a l'air super, ai-je dit prudemment. Félicitations. Le truc, c'est, a-t-il poursuivi, j'ai besoin de capital pour assurer ma place dans le projet. Le promoteur a besoin d'une preuve de liquidité et avec tous mes actifs bloqués dans l'entreprise. De combien parles-tu, Brian? 33 000, a-t-il dit, observant attentivement mon visage. Juste un prêt à court terme, 90 jours maximum. Je paierai des intérêts, au taux que tu veux. Le montant précis m'a surprise. Pas 30 000 ou 35 000, mais exactement 33 000. Cela semblait étrangement précis, ce qui a immédiatement éveillé mes soupçons. C'est beaucoup d'argent, ai-je dit. Pourquoi ne pas aller voir une banque? Son expression s'est légèrement assombrie. Les banques, c'est que de la paperasse et de la bureaucratie. Au moment où elles approuvent quoi que ce soit, cette opportunité aura disparu. Allez, Ali, a-t-il dit, utilisant mon surnom d'enfance que je savais qu'il détestait. Nous sommes une famille. Je ferai la même chose pour toi. Mais il ne le ferait pas, et nous le savions tous les deux. Brian n'avait jamais rien fait pour moi qui ne lui profite finalement davantage. J'ai besoin d'y réfléchir, lui ai-je dit, ce qui était une façon polie de dire que j'avais besoin d'enquêter sur ce qui se passait réellement. Le promoteur a besoin d'une réponse d'ici demain, a-t-il insisté. C'est urgent. Alors je te ferai savoir ce soir, ai-je dit fermement. Il est parti avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Et j'ai immédiatement commencé mes recherches. Tout d'abord, j'ai appelé un ami qui travaillait dans le développement immobilier à Portland et je lui ai posé des questions sur les projets de condos de luxe qui recherchaient actuellement des investisseurs. Elle ne connaissait rien qui correspondait à la description de Brian. Ensuite, j'ai contacté discrètement Vanessa, qui avait toujours été gentille avec moi, même quand elle et Brian étaient au plus mal. Il est très endetté auprès de personnes dangereuses, Allison, a-t-elle dit, sa voix basse, comme si elle craignait d'être entendue. Des dettes de jeu, je pense, mais cela pourrait être pire. Il a essayé de contracter une deuxième hypothèque sur notre maison juste avant la finalisation du divorce. Dieu merci, mon avocat l'a découvert. Les pièces du puzzle se mettaient en place. J'ai vérifié ma montre et j'ai vu que maman avait mentionné qu'elle irait faire du shopping cet après-midi. J'avais besoin de lui parler seul. Je l'ai trouvée dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Maman, puis-je te demander quelque chose à propos de Brian? Elle a immédiatement eu l'air nerveuse. Ton frère a subi beaucoup de stress ces derniers temps. L'entreprise est difficile en ce moment. Est-ce qu'il vous a demandé, à toi et à papa, de l'argent récemment? Ses mains se sont immobilisées sur la planche à découper. Ton père l'a aidé avec certaines dépenses d'entreprise le mois dernier et le mois précédent. Elle ne me regardait pas dans les yeux. C'est la famille, Allison, nous aidons la famille. Combien, maman? Je ne sais pas exactement. Ton père s'occupe des finances, sa voix a baissé d'un ton. Mais j'ai vu un relevé bancaire. C'était beaucoup.
Et maintenant, ton père parle de retarder sa retraite. Mon estomac s'est noué. Papa avait travaillé physiquement toute sa vie, son corps montrant les conséquences de décennies de travail dans la construction. La retraite n'était pas un luxe pour lui. C'était une nécessité physique. S'il te plaît, Allison, a continué maman, interprétant mal mon silence. Si Brian t'a demandé de l'aide, s'il te plaît, considère-le pour la paix dans la famille. Ton père ne peut plus se permettre de continuer à le soutenir, mais il ne dira jamais non à son fils. Ce soir-là, j'ai trouvé Brian seul dans le bureau en train de regarder un match de basket. Je me suis assise en face de lui, ma décision étant prise. Je ne peux pas te prêter l'argent, Brian. Sa mâchoire s'est serrée, mais il a gardé les yeux sur l'écran. Je ne peux pas ou je ne veux pas? Les deux. Je ne crois pas que ce soit pour une opportunité d'affaires. Et même si c'était le cas, je ne suis pas à l'aise avec ce montant. Il a coupé le son de la télévision et m'a finalement regardé. Waouh. C'est donc comme ça. Je demande de l'aide à ma sœur et tu me fermes la porte au nez. Je ne te ferme pas la porte au nez. Je dis non à cette demande spécifique. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, a-t-il dit, sa voix s'élevant légèrement. Qu'est-ce que cette famille a fait exactement pour moi, Brian? Je me suis payé mes études. J'ai bâti ma carrière par moi-même. Je n'ai jamais demandé un centime à papa depuis que je suis parti à l'université. Ça doit être bien d'être si parfaite, a-t-il raillé. Certains d'entre nous ont de vrais problèmes. Tes dettes de jeu ne sont pas ma responsabilité, ai-je dit doucement. Son visage est devenu rouge. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je pense que si. Et je pense que papa te rend flou depuis des années. Il retarde sa retraite à cause de toi, Brian. Cela doit cesser. Il s'est levé brusquement. Tu as toujours été une petite peste moralisatrice. Profite de ta petite vie parfaite et de ton travail branché. Quelle sœur tu es devenue. Il est sorti en trombe, et j'ai expiré lentement, ressentant le poids d'années de confrontations similaires. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je n'avais pas reculé, je n'avais pas cédé pour maintenir la paix. Et malgré la tension, il y avait un sentiment de soulagement à enfin tenir bon. Je suis retourné dans la chambre d'amis et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour continuer à travailler sur mon plan d'affaires. La société de conseil que je prévoyais de créer se spécialiserait dans la conception de l'expérience utilisateur pour les applications de technologie de la santé, en s'appuyant sur mes années d'expérience en gestion de projet. J'avais déjà trouvé 2 clients potentiels qui attendaient mon lancement officiel. Tout se mettait en place et j'ai ressenti un élan d'excitation à propos de l'avenir que je me construisais. J'étais loin de me douter que mon ordinateur portable et tous mes projets allaient bientôt prendre un bain inattendu. Le lendemain, il faisait anormalement chaud pour Portland en avril, et maman a suggéré que nous déjeunions au bord de la piscine. Papa avait installé la piscine il y a 5 ans comme cadeau de retraite pour lui-même, bien qu'il l'utilisait rarement. C'est Brian qui en profitait le plus lorsqu'il passait pour ses fréquentes visites. Je me suis installé à la table de la terrasse, alternant entre participer à la conversation familiale et vérifier mes emails. Papa grillait des hamburgers pendant que maman préparait une salade dans la cuisine. Brian avait été maussade toute la matinée, me parlant à peine, ce qui me convenait parfaitement. Allison, peux-tu m'aider avec les boissons, a appelé maman depuis la cuisine. Bien sûr, j'arrive, ai-je répondu, posant mon ordinateur portable sur la table et me dirigeant à l'intérieur. Quand je suis revenu avec un plateau de thé glacé, je me suis figé dans l'embrasure de la porte. Brian se tenait au bord de la piscine, mon ordinateur portable dans ses mains. Nos regards se sont croisés, et à ce moment-là, j'ai su exactement ce qui allait se passer. Brian, ai-je dit calmement, posant le plateau. Qu'est-ce que tu fais avec mon ordinateur portable? Papa s'est retourné du grill, une spatule à la main. Maman est apparue derrière moi dans l'embrasure de la porte. Je regarde juste ta technologie sophistiquée, a dit Brian, ses doigts agrippant lâchement les côtés de mon ordinateur. Ça doit être bien d'avoir tous les derniers gadgets. Il a fait un pas de plus vers le bord de la piscine. Brian, s'il te plaît, donne-moi mon ordinateur portable, ai-je dit, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Quel est le problème? Je regarde juste. Son ton était léger, mais ses yeux étaient froids. J'ai commencé à marcher lentement vers lui, la main tendue. Il y a tout mon travail dessus. S'il te plaît.
Ce qui s'est passé ensuite a semblé se dérouler au ralenti. Brian a fait semblant d'examiner l'ordinateur portable de plus près, puis a fait mine de perdre sa prise. L'ordinateur a glissé de ses mains et a plongé dans la partie profonde de la piscine avec un plouf qui a semblé assourdissant dans le silence soudain. « Oh, désolé » a-t-il dit, sa voix dégoulinant de fausse inquiétude. « J'ai accidentellement fait tomber ton ordinateur portable dans la piscine. » Je suis resté figé, regardant mon bien le plus précieux couler au fond. Des années de travail, mon plan d'affaires presque terminé, les informations sur mes clients, les photos personnelles, tout disparaissait dans un tourbillon de bulles. Brian, a haleté maman. Papa s'est immédiatement avancé, mettant son bras autour des épaules de Brian. Ce n'était qu'un accident, a-t-il dit, me regardant fermement comme pour me défier de contester ce mensonge évident. Je n'ai rien dit. Mon silence a semblé les déconcerter plus que n'importe quelle réaction. Sans dire un mot, je me suis dirigé vers le cabanon de la piscine, j'ai attrapé l'épuisette utilisée pour nettoyer les feuilles de la surface et j'ai étendu la perche à sa longueur maximale. Avec des mouvements méthodiques, j'ai pêché mon ordinateur portable du fond de la piscine. L'eau coulait de l'appareil lorsque je l'ai placé sur la table de la terrasse. Tout le monde a regardé dans un silence mal à l'aise pendant que je l'ouvrais doucement, sachant déjà qu'il était hors de salut. Allison, ce genre de choses arrive, a finalement dit papa. Brian ne l'a pas fait exprès. J'ai levé les yeux vers lui, puis vers Brian, qui évitait maintenant mon regard. Si, il l'a fait exprès. Ce n'est pas juste, a commencé papa, mais je l'ai interrompu. Je dois voir si je peux sauver des données, ai-je dit, ma voix dépourvue d'émotion. J'ai ramassé mon ordinateur portable dégoulinant et je suis entré dans la maison, jusqu'à ma chambre, où je pouvais enfin traiter ce qui venait de se passer. Une fois seul, j'ai soigneusement séché l'extérieur de l'ordinateur portable avec des serviettes, puis je l'ai placé sur le bureau. J'ai essayé le bouton d'alimentation, sachant que c'était inutile. L'écran est resté noir, la machine sans vie. Les dégâts causés par l'eau sont presque toujours fatals pour l'électronique, surtout après une immersion complète. Je me suis assise sur le bord du lit, laissant enfin l'impact total me frapper. Cet ordinateur portable contenait l'aboutissement de mois de travail sur mon plan d'affaires. Bien que j'aie des versions antérieures sauvegardées, les modifications les plus récentes, y compris les projections financières et les contacts clients potentiels, avaient disparu. L'application personnalisée que j'avais développée comme démonstration pour les clients avait disparu. Les photos personnelles de mon récent voyage à Usde avaient disparu. On a frappé doucement à la porte. Maman est entrée sans attendre de réponse, portant un sèche-cheveux. J'ai pensé que ça pourrait t'aider, a-t-elle dit timidement. J'ai regardé le sèche-cheveux, puis de nouveau vers elle. Ce n'est pas comme ça qu'on répare l'électronique endommagée par l'eau, maman. Oh. Elle l'a posé quand même. Allison, je suis tellement désolé de ce qui s'est passé. Brian se sent mal. Je n'ai pas pu m'empêcher le rire amer qui m'a échappé. Non, il ne se sent pas mal. Il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Une vengeance. Parce que je ne voulais pas lui donner 33 000 $. Il ne ferait jamais une chose pareille exprès, a-t-elle insisté, mais ses yeux ont trahi son incertitude. Maman, s'il te plaît. Nous savons tous les deux exactement ce qui s'est passé là-bas. Elle s'est assise à côté de moi, ses mains tripotant sur ses genoux. Ton père pense que nous devrions te le remplacer. Nous pouvons aller au magasin demain. Un nouvel ordinateur portable ne ramènera pas mes données. Peut-être qu'un de tes amis techniciens pourrait t'aider à les récupérer, a-t-elle suggéré avec espoir. Peut-être, ai-je dit, sachant que c'était improbable. J'ai besoin d'être seul, maman. Après son départ, j'ai examiné plus attentivement mon ordinateur portable ruiné. Les dégâts causés par l'eau étaient importants. Même si je pouvais faire récupérer les données par des professionnels, cela coûterait cher et ne réussirait probablement que partiellement. Assise là, entourée de l'épave de mon travail, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas la première fois que Brian détruisait quelque chose qui m'appartenait, mais j'étais déterminé à ce que ce soit la dernière fois. L'ancien schéma de Brian prenant ou cassant, papa excusant et moi pardonnant était terminé. Cette fois, je n'accepterai pas simplement la perte et je n'irai pas de l'avant. Cette fois, il y aurait des conséquences. Pas seulement pour l'ordinateur portable, mais pour des années de comportement privilégié qui étaient restés impunis. Brian avait finalement été trop loin, et il était sur le point d'apprendre que la sœur qu'il avait toujours sous-estimée n'était pas quelqu'un avec qui il fallait plaisanter.
J'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à faire une liste d'appels que je devais passer. Il était temps de montrer à mon frère que les actions ont des conséquences, même lorsque votre père a passé sa vie à vous en protéger. J'ai verrouillé la porte de la chambre d'amis et j'ai étalé mon ordinateur portable ruiné sur des serviettes pour qu'il sèche, bien que je n'ai aucun espoir réel de le récupérer. Assise en tailleur sur le lit, j'ai commencé à élaborer un plan. Le choc initial s'est estompé, remplacé par une détermination froide et claire que je n'avais jamais ressentie auparavant. Tout d'abord, je devais comprendre exactement dans quel genre de problème Brian se trouvait. S'il avait besoin de 33 000 $ de toute urgence, c'était grave. Les dettes de jeu semblaient les plus probables d'après les avertissements de Vanessa, mais il pourrait y avoir plus que cela. J'ai appelé mon amie Samantha, qui travaillait dans la sécurité numérique. Après lui avoir expliqué la situation, je lui ai demandé son aide. « Je peux faire quelques recherches », a-t-elle dit. « Que cherchons-nous exactement ? Des irrégularités financières, des transactions inhabituelles, tout ce qui est lié au site de jeu ou au prêteur sur gage. Aussi, toutes les transactions commerciales qui pourraient être douteuses. Je dois comprendre à quoi il allait utiliser cet argent. » Pendant que Samantha opérait sa magie, j'ai utilisé mon téléphone pour vérifier les comptes partagés de notre famille. Il y a des années, papa avait mis en place un fonds d'urgence familial avec nous tous comme utilisateurs autorisés. J'y accédais rarement, ayant bâti mon propre filet de sécurité financière, mais je savais que Brian y empruntait fréquemment. Ce que j'ai découvert m'a choqué. Le compte qui aurait dû contenir plus de 70 000 $ affichait maintenant un solde d'un peu moins de 8 000 $. L'historique des transactions a révélé la vérité. Brian avait vidé le compte régulièrement pendant des mois, toujours par des montants juste assez petits pour ne pas déclencher d'alerte. Mon téléphone a sonné. C'était Samantha. « Tu ne vas pas aimer ce que j'ai trouvé », a-t-elle dit sans préambule. Ton frère utilise les informations personnelles de ton père pour contracter des prêts. Mon sang s'est glacé. Usurpation d'identité. Techniquement, oui. Il a ouvert 3 comptes de crédit en utilisant le numéro de sécurité sociale de ton père et les a tous épuisés. Le total est d'environ 40 000 $. Il a effectué des paiements minimums pour les empêcher d'être envoyés au recouvrement, mais il a manqué le dernier paiement sur les 3. C'est pour ça qu'il avait besoin de 33 000, ai-je murmuré, les pièces du puzzle se mettant en place. Il y a plus, a continué Samantha. J'ai trouvé son nom sur plusieurs sites de jeux, tous avec des comptes en statut de recouvrement, et il a contracté 2 prêts sur salaire le mois dernier. J'ai remercié Samantha et j'ai mis fin à l'appel, mon esprit étant en ébullition. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Brian n'était pas seulement financièrement irresponsable. Il commettait une fraude contre notre père. Papa, qui l'avait toujours défendu, qui retardait sa retraite pour continuer à le soutenir, était en fait victime des crimes de son fils. Une douce frappe a interrompu mes pensées. Allison, le dîner est prêt, a appelé maman à travers la porte. Je ne me sens pas bien, ai-je répondu. Je mangerai plus tard. Je l'ai entendu soupirer, puis ses pas s'éloigner dans le couloir. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. J'ai fait une liste de tous les comptes auxquels Brian avait potentiellement accès. Au-delà du fonds d'urgence familial, il pourrait avoir les mots de passe d'autres comptes familiaux. Papa était de la vieille école et conservait la plupart de ses informations financières dans un dossier physique dans son bureau à domicile, mais il avait également une simple feuille de calcul sur son ordinateur où il suivait les comptes et les mots de passe. J'ai appelé Rachel, une amie avocate qui m'avait aidé avec les contrats pour mon plan d'affaires. Ce que tu décris est définitivement une usurpation d'identité, a-t-elle confirmé après que je lui ai expliqué la situation. Même si c'est de la famille, c'est toujours un crime. Ton père pourrait porter plainte s'il le voulait. Il ne ferait jamais ça, ai-je dit. Il protège toujours Brian quoi qu'il arrive. Alors Brian ne s'arrêtera jamais, a dit Rachel franchement. Les gens comme ça ne changent que lorsqu'ils font face à de vraies conséquences. Après avoir raccroché, j'ai passé un autre appel à ma banque pour m'assurer que Brian n'avait aucun accès à aucun de mes comptes. Ensuite, j'ai changé tous les mots de passe auxquels je pouvais penser, des emails aux médias sociaux en passant par les sites financiers, juste au cas où. Vers minuit, je me suis faufilé en bas jusqu'au bureau à domicile de papa. La maison était calme, tout le monde dormait. J'ai trouvé facilement le dossier financier et j'ai pris des photos de tout avec mon téléphone. Ensuite, j'ai vérifié son ordinateur, trouvant la feuille de calcul des mots de passe directement sur le bureau, non protégé.
Brian y accédait probablement depuis des années. Les preuves étaient accablantes. Non seulement Brian avait ouvert des cartes de crédit au nom de papa, mais il avait également rédigé des chèques à partir du compte professionnel de papa pour couvrir ses dépenses personnelles. Il volait systématiquement notre père tout en acceptant son soutien et sa protection. J'ai tout copié sur mon téléphone, puis j'ai soigneusement remis le dossier et éteint l'ordinateur. De retour dans ma chambre, j'ai examiné les informations, formulant mon plan pour le matin. À 3 heures du matin, j'ai envoyé des emails aux sociétés de cartes de crédit signalant les comptes frauduleux. Je n'ai pas nommé Brian spécifiquement, j'ai simplement noté que les comptes avaient été ouverts à l'insu de mon père. Cela déclencherait des enquêtes, mais n'impliquerait pas immédiatement Brian. Ensuite, j'ai contacté l'avocat de la famille qui s'occupait des affaires de papa, en envoyant des preuves des chèques non autorisés provenant du compte professionnel. J'ai demandé une réunion urgente pour le lendemain. J'ai accédé au fonds d'urgence familiale et j'ai transféré l'argent restant sur un nouveau compte au nom de papa, mais un compte auquel Brian ne pouvait pas accéder. J'ai laissé une trace écrite détaillée montrant tous les retraits de Brian au cours de l'année écoulée. À 4h30 du matin, tout était en place. J'ai réglé mon réveil à 5h45 du matin, sachant que c'était à ce moment-là que les premiers appels commenceraient à arriver. Les sociétés de cartes de crédit commenceraient à appeler le téléphone de papa pour vérifier les signalements de fraude. La banque enverrait des alertes concernant le transfert du fonds d'urgence. La maison de cartes soigneusement construite par Brian était sur le point de s'effondrer. Je me suis allongé sur le lit, épuisé, mais résolu. Pendant des années, j'avais été celle qui faisait des compromis, qui pardonnait, qui fermait les yeux par souci de paix familiale. Mais détruire mon ordinateur portable était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Brian n'avait pas seulement attaqué ma propriété. Il avait attaqué mon avenir, mon indépendance, tout ce pour quoi j'avais travaillé. Demain matin à 5h45, mon frère apprendrait que certains accidents ont des conséquences. Et c'était une leçon qu'il n'oublierait jamais. Mon réveil m'a brusquement réveillé à 3h du matin. Bien que je n'ai dormi que 2 heures, l'adrénaline m'a immédiatement mise en alerte. Je me suis déplacé silencieusement dans la chambre d'amis sombres, récupérant mon téléphone et les notes que j'avais prises. Il était temps d'exécuter le plan. Tout d'abord, j'ai envoyé des emails aux partenaires commerciaux de Brian. J'avais découvert grâce à mes recherches qu'il avait falsifié des contrats clients pour obtenir des prêts pour son entreprise de design. Je ne l'ai pas accusé directement, mais je me suis plutôt fait passer pour un conseiller financier inquiet qui avait remarqué des incohérences dans les documents récents. J'ai joint suffisamment de documents pour soulever de sérieuses questions sans nommer explicitement Brian comme la source du problème. Ensuite, j'ai appelé les sociétés de cartes de crédit en utilisant leur ligne de fraude ouverte 24 heures sur 24. J'ai expliqué que mon père âgé avait découvert des comptes non autorisés ouverts à son nom et j'ai fourni les informations nécessaires pour lancer des enquêtes sur la fraude. Chaque représentant m'a assuré qu'il bloquerait immédiatement les comptes et commencerait le processus de suppression des frais du rapport de crédit de mon père. À 3h30 du matin, je suis passé aux institutions financières. J'ai contacté la banque détenant le fonds d'urgence familiale et j'ai expliqué que des retraits non autorisés avaient été effectués. Étant donné que j'étais une utilisatrice autorisée, j'ai pu modifier les paramètres du compte pour exiger une double authentification pour tout retrait futur. J'ai également découvert que Brian avait mis en place des paiements automatiques à partir du compte chèque personnel de papa pour couvrir les paiements minimums sur les cartes de crédit frauduleuses. J'ai annulé ces transactions automatisées, garantissant que les paiements manqués déclencheraient des notifications immédiates. À 4 heures du matin, j'avais sécurisé tous les comptes familiaux et recueilli des preuves complètes des manipulations financières de Brian. L'étape suivante était plus personnelle. Je devais m'assurer que lorsque tout s'effondrerait, Brian ne pourrait pas simplement fuir les conséquences comme il l'avait toujours fait auparavant. Je suis descendu silencieusement pour installer une petite caméra de sécurité dans le salon, la positionnant pour capturer la zone où la famille se réunissait généralement. Si Brian essayait de se sortir de cette situation en mentant, je voulais des preuves vidéo de sa réaction lorsqu'il serait confronté à la vérité. Alors que j'ajustais la caméra, une lumière s'est soudainement allumée dans le couloir. Je me suis figé, cachant la caméra derrière une pile de livres sur l'étagère. « Allison, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci » Maman se tenait dans l'embrasure de la porte, son peignoir serré autour d'elle. « Je vais juste chercher de l'eau, ai-je dit en faisant un geste vers la cuisine. Je n'arrivais pas à dormir. Elle s'est approchée, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Es-tu toujours bouleversé à propos de l'ordinateur portable ?
J'ai dit à ton père que nous devions le remplacer dès demain. Ce n'est pas seulement à propos de l'ordinateur portable, maman. Elle a soupiré, s'asseyant sur le bord du canapé. Je sais que Brian peut être difficile parfois, mais c'est ton frère. La famille pardonne. Est-ce que la famille vole, ai-je demandé doucement. Ses yeux se sont écarquillés. De quoi parles-tu? Brian vole papa, utilise son identité pour ouvrir des cartes de crédit, rédige des chèques à partir du compte professionnel. Il a pris des milliers de dollars. La main de maman s'est levée à sa bouche. Cela ne peut pas être vrai. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur. J'ai les preuves. C'est pourquoi il avait besoin de 33 000 dollars si urgemment. Sa fraude était sur le point d'être découverte, et il avait besoin de la dissimuler. Le visage de maman s'est effondré. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Des dettes de jeu d'après ce que je peux dire. Mais peu importe pourquoi. Ce qui importe, c'est que cela cesse maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Sa voix tremblait. Ce qui aurait dû être fait il y a des années? Le tenir responsable. Ton père sera dévasté, a-t-elle murmuré. Papa l'a encouragé pendant des années. C'est une partie du problème. Maman a baissé les yeux sur ses mains. J'aurais dû être plus forte. J'aurais dû dire quelque chose quand j'ai vu Brian profiter de la situation. Il n'est pas trop tard, lui ai-je dit. Mais les choses doivent changer, à commencer par maintenant. Elle a hoché la tête lentement, puis a levé les yeux vers moi avec des larmes dans les yeux. Que puis-je faire? Lorsque tout sera révélé au grand jour demain matin, soutiens-moi. Ne laisse pas papa rejeter cela ou trouver des excuses. Brian doit faire face aux conséquences de ses actes. Après que maman soit retournée se coucher, j'ai terminé d'installer la caméra et j'ai passé un dernier appel à Rachel, mon amie avocate. Tout est en place, lui ai-je dit. Les signalements de fraude ont été déposés. Les comptes sont sécurisés. Que se passe-t-il ensuite? Si les sociétés de cartes de crédit trouvent suffisamment de preuves de fraude, elles porteront probablement plainte, que ton père le veuille ou non, a-t-elle expliqué. L'usurpation d'identité est prise très au sérieux. Ton frère pourrait faire face à des accusations criminelles, et si papa essaie de le protéger, il peut refuser de coopérer à l'enquête, mais cela pourrait ne pas suffire à l'arrêter. Les preuves que tu as recueillies sont convaincantes. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel, vérifiant l'heure. 4h45 du matin, 1 heure avant que la tempête n'éclate. J'ai fait une tasse de café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les premières lueurs de l'aube dans le ciel. Ce n'est pas ainsi que j'avais imaginé que cette visite familiale se terminerait. Une partie de moi se sentait coupable de ce que j'allais faire à mon frère, mais une partie plus forte savait que cela n'avait que trop tardé. Brian avait été autorisé à blesser des gens sans conséquence pendant trop longtemps. Ses actions avaient presque mis notre père en faillite et menacé mon avenir professionnel. Alors que 5h30 du matin approchait, je me suis positionné dans le salon, attendant. La caméra de sécurité enregistrait, cachée mais avec une vue dégagée sur la pièce. J'avais mon téléphone prêt avec toutes les preuves, à un clic de distance. Dans 15 minutes, les appels commenceraient à arriver, les sociétés de cartes de crédit, les banques, les partenaires commerciaux, tous voulant parler de toute urgence soit à Brian, soit à papa au sujet d'irrégularités financières. Les mensonges confortables qui avaient protégé Brian pendant des années étaient sur le point de voler en éclats, et pour une fois, papa ne pourrait pas balayer les choses sous le tapis. La maison était toujours silencieuse, tout le monde dormait encore, ignorant que leur monde était sur le point de changer à jamais. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à ce qui allait arriver. Il ne s'agissait pas de se venger pour mon ordinateur portable, cependant. Cela avait été le catalyseur. Il s'agissait de briser enfin un schéma familial destructeur qui durait depuis trop longtemps. À exactement 5h45 du matin, le premier téléphone a sonné. La sonnerie stridente du téléphone fixe de la maison a tranché le calme du début de matinée. Une sonnerie, 2. À la troisième, j'ai entendu des mouvements provenant de la chambre de mes parents au bout du couloir. Qui peut bien appeler à cette heure-ci? J'ai entendu papa grommeler. Quelques instants plus tard, sa voix s'est répandue depuis leur chambre. Oui, ici Daniel Stevens. Une pause. Quoi? Quelle carte de crédit? Je n'ai jamais ouvert de compte auprès de votre société. Le deuxième appel est arrivé sur le téléphone portable de Brian, qu'il avait laissé en charge dans la cuisine.
Je pouvais l'entendre vibrer contre le comptoir. Puis le téléphone de papa a commencé à sonner pendant qu'il était encore au téléphone fixe. En quelques minutes, la maison était réveillée et dans le chaos. Brian a dévalé les escaliers en caleçon et en t-shirt, les cheveux en désordre et les yeux encore lourds de sommeil. « Qu'est-ce qui se passe bordel ?» a-t-il exigé en attrapant son téléphone qui vibrait. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, et son visage a pâli. Il a décliné l'appel. Papa est apparu dans le salon, le téléphone fixe sans fil dans une main et son portable dans l'autre. Les deux sonnaient. « Quelqu'un a ouvert des comptes à mon nom » a-t-il dit, l'air perplexe. La banque a appelé au sujet d'activités suspectes sur mes comptes. Le téléphone de Brian a sonné à nouveau. Cette fois, il est entré dans la cuisine pour y répondre, sa voix basse et urgente. « Oui, je comprends. Non, il doit y avoir une erreur. Pouvez-vous me donner jusqu'à la fin de la journée ?» Maman est apparue dans les escaliers, toujours en peignoir, regardant de moi à papa avec appréhension. Elle savait ce qui se passait. Papa a raccroché un téléphone et a immédiatement répondu à l'autre. Son expression est devenue de plus en plus inquiète à chaque appel. Après le troisième, il a levé les yeux vers Brian, qui était revenu dans le salon. La banque dit que quelqu'un a transféré de l'argent de notre fonds d'urgence hier soir. Et il y a 3 cartes de crédit que je n'ai jamais demandées avec plus de 40 000 $ de frais. Sa voix était stable, mais la confusion obscurcissait ses yeux. Ils disent que ce pourrait être une usurpation d'identité. Brian a dégluti difficilement, ses yeux errant dans la pièce, évitant délibérément le mien. C'est fou. Peut-être que c'était un pirate informatique ou quelque chose comme ça. La société de cartes de crédit a dit que les demandes ont été remplies avec toutes mes informations personnelles, des informations que seule la famille connaîtrait. Le regard de papa commençait à s'aiguiser, la confusion cédant la place à la suspicion. Ils ont dit que l'email de contact sur les comptes était brillantcreative@gmail.com. Le silence est tombé dans la pièce. Le téléphone de Brian a sonné à nouveau, et cette fois l'identifiant de l'appelant affichait Portland First Bank Fraud Department. Il a décliné l'appel d'une main tremblante. « Brian, a dit papa, sa voix dangereusement calme. Y a-t-il quelque chose que tu dois me dire ?» Les yeux de Brian ont jeté un coup d'œil vers la porte comme pour calculer s'il pouvait prendre la fuite. « Papa, je peux expliquer. Ce n'est pas ce que ça semble être. » Vraiment ? Parce qu'il semble que tu me voles. Le visage de papa rougissait de colère. As-tu ouvert des cartes de crédit à mon nom ? Avant que Brian ne puisse répondre, on a frappé fort à la porte d'entrée. À travers la fenêtre, je pouvais voir une voiture de police garée dans l'allée. Maman a halté. La police. Allison, tu as appelé la police pour ton frère. Je ne les ai pas appelés, ai-je dit honnêtement. Mais les sociétés de cartes de crédit ont dû le faire. L'usurpation d'identité est un crime. Papa a ouvert la porte et a trouvé 2 policiers se tenant sur le porche. Monsieur Daniel Stevens, nous répondons à un signalement de fraude déposé par American Express. Ils ont indiqué qu'il pourrait y avoir une situation d'usurpation d'identité à cette adresse. Alors que les policiers entraient, Brian a commencé à se diriger vers la porte de derrière. J'ai besoin de passer un appel. Je reviens tout de suite. Monsieur, veuillez rester où vous êtes, a dit fermement l'un des policiers. Nous devons parler à tout le monde dans la maison. Ce qui a suivi, ce furent 2 heures de questions, de déclarations et de révélations. Les policiers ont pris des notes alors que papa découvrait l'étendue de la tromperie de Brian, les cartes de crédit frauduleuses, le fonds d'urgence épuisé, les chèques rédigés à partir du compte professionnel. J'allais tout rembourser, a insisté Brian, la sueur perlant sur son front. J'avais juste besoin de temps. C'est pour ça que j'ai demandé le prêt à Allison. Tu avais besoin de 33 000 $ pour dissimuler le fait que tu me volais. La voix de papa était creuse d'incrédulité. Et quand j'ai refusé, ai-je ajouté doucement, tu as délibérément détruit mon ordinateur portable. C'était un accident, a protesté Brian, revenant au mensonge familier. Non, ce n'était pas un accident, a dit maman, surprenant tout le monde. Elle s'est tournée vers papa. Daniel, tu sais que ce n'était pas un accident. Tu lui as trouvé des excuses toute sa vie, et regarde où nous en sommes maintenant. Papa a semblé vieillir de 10 ans à ce moment-là. Le poids de sa propre complicité s'installant sur ses épaules. Toutes ces années, a-t-il murmuré. Toutes les fois où je t'ai couvert,
ou je t'ai trouvé des excuses, ou je t'ai donné de l'argent. Et c'est comme ça que tu me remercies? En volant mon identité? En mettant ma retraite en péril? Brian s'est tourné vers moi, son visage déformé par la rage. C'est de ta faute. Tu m'as fait ça. Non, Brian, tu t'es fait ça à toi-même, ai-je répondu calmement. Je me suis juste assuré que tu ne pouvais plus le cacher. Les policiers ont expliqué que les sociétés de cartes de crédit porteraient probablement plainte, que papa veuille poursuivre l'affaire ou non. L'usurpation d'identité entraînait de lourdes peines, y compris une éventuelle peine de prison. Monsieur Stevens, vous devrez venir au poste pour faire une déclaration formelle, a expliqué un policier à papa. Et nous devrons emmener votre fils pour l'interroger. Papa, s'il te plaît, a supplié Brian. Ne les laisse pas faire ça. Je vais tout réparer, je te le promets. Pendant un instant, j'ai cru que papa allait retomber dans son ancien schéma de protection et d'excuses. Mais quelque chose s'était brisé en lui aujourd'hui. Une confiance fondamentale qui ne pouvait pas être réparée. Messieurs, a-t-il dit doucement, je coopérerai pleinement à votre enquête. Alors que la police conduisait Brian vers la voiture de patrouille, il m'a jeté un regard de pure haine. Tu vas le regretter, a-t-il sifflé. La famille est censée se protéger mutuellement, pas se jeter les uns sous les roues. Tu as cessé d'être de la famille au moment où tu as décidé de voler papa, ai-je répondu. La famille ne vole pas $40 000 de la retraite de son père. Après que la police soit partie avec Brian, le silence lourd est tombé sur la maison. Maman s'est assise à côté de papa sur le canapé, lui tenant la main alors qu'il fixait le mur d'un air absent. Comment ai-je pu être aussi aveugle, a-t-il finalement dit, toutes ces années, j'ai cru que je l'aidais, mais je ne faisais que l'aggraver. Nous l'avons tous les deux fait, a admis maman. Nous avons encouragé son comportement parce que c'était plus facile que de l'affronter. Papa s'est tourné vers moi, ses yeux rougis. Et toi, je n'ai pas été juste envers toi. Je t'ai toujours soumis à des exigences plus élevées. Je m'attendais à ce que tu sois la personne responsable. Je suis désolé, Allison. Je suis désolé aussi, ai-je dit, désolé pour Brian. Désolé pour tout ça. J'ai fait un geste autour de moi, englobant l'épave de notre matinée familiale, mais il fallait que ça s'arrête. Il n'allait jamais changer autrement. Papa a hoché la tête lentement. Ton ordinateur portable? Était-ce vraiment important? Oui, ai-je dit simplement. Il y avait mon plan d'affaires, les informations sur mes clients, tout ce pourquoi j'ai travaillé. Je vais le remplacer, a-t-il dit. Cela ne ramènera pas tes données, mais c'est un début. Merci, ai-je répondu. Mais plus important encore, ne renfloue pas Brian cette fois. Laisse-le faire face aux conséquences de ses actes. C'est la seule façon dont il pourrait un jour changer. Papa a baissé les yeux sur ses mains, usées par des décennies de travail dans la construction. J'ai toujours voulu le protéger des aspects difficiles de la vie. Je pensais que c'était ce qu'un père devait faire, mais j'avais tort. Je l'ai laissé tomber en ne le laissant pas échouer. Alors que le matin se levait complètement à l'extérieur des fenêtres, nous étions assis ensemble dans l'épave des mythes familiaux longtemps entretenus. Il n'y aurait pas de résolution facile, pas de pardon rapide. Les actions de Brian et ma réponse avaient changé notre famille à jamais. Mais peut-être que dans la dure lumière de la vérité, quelque chose de plus sain pourrait finir par pousser. Les semaines qui ont suivi cette matinée fatidique ont été un tourbillon de réunions juridiques, de dépositions à la police et de séances de thérapie familiale. Brian a été accusé d'usurpation d'identité et de fraude. Malgré la réticence de papa à voir son fils faire face à une peine de prison, les sociétés de cartes de crédit ont poursuivi l'affaire avec agressivité. Au final, Brian a accepté un accord de plaidoyer, 6 mois de prison dans le comté, 5 ans de probation et des conseils financiers obligatoires et un traitement contre la dépendance au jeu. Papa a insisté pour m'acheter un nouvel ordinateur portable, le modèle le plus cher qu'il ait pu trouver. Il était posé sur mon bureau à Seattle, un rappel de tout ce qui s'était passé. Le service de récupération de données a réussi à récupérer certains fichiers de celui qui avait été endommagé par l'eau, mais mon plan d'affaires était en grande partie perdu. Je me suis retrouvé à recommencer à zéro, à reconstruire ma vision de mémoire. Maman appelait chaque semaine, sa voix hésitante au début, comme si elle s'attendait à ce que je nourrisse du ressentiment envers elle pour des années où elle avait encouragé Brian. Mais je n'en avais pas. À bien des égards, elle avait été autant victime de la dynamique familiale que moi. Ton père veut te parler, a-t-elle dit un soir, 3 mois après l'incident.
Il s'est fait violence. Il a tellement honte. Passe-le-moi, ai-je dit. Quand papa est venu à l'appareil, sa voix semblait plus vieille, plus discrète. Allison, a-t-il commencé en s'éclaircissant la gorge. J'ai beaucoup réfléchi à notre famille, à la façon dont j'ai élevé vos enfants. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Nous en avons tous fait, papa. Non, c'est de ma faute. J'ai créé un environnement où Brian pensait qu'il pouvait tout faire sans conséquence et où tu pensais que tu devais être parfaite pour être valorisée. Il a fait une pause, l'émotion étant forte dans sa voix. Je suis désolé de ne jamais t'avoir donné le soutien que je lui ai donné. Tu méritais mieux. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Papa a parlé de son propre père, qui avait été dur et critique, et de la façon dont il avait juré d'être différent avec son fils. Mais j'ai trop corrigé, a-t-il admis. Et tu as payé le prix pour cela. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, démêlant des années de schémas familiaux. Quand nous avons raccroché, je me suis senti plus légère en quelque sorte, comme si un poids que je portais depuis si longtemps avait enfin commencé à se lever. Ma vie professionnelle a pris une tournure inattendue lorsqu'un client qui avait entendu parler de la catastrophe de mon ordinateur portable m'a offert un partenariat dans son cabinet de conseil. Quiconque peut gérer une crise familiale comme celle-là avec une telle pensée stratégique est quelqu'un que je veux dans mon équipe, a-t-elle dit. Le poste offrait plus de sécurité et de soutien que de se lancer seul, et j'ai accepté avec gratitude. J'ai refusé l'invitation à la fête de libération de Brian lorsqu'il a terminé sa peine de prison. Maman a été blessée, mais a compris. Il est toujours ton frère, a-t-elle dit doucement. Oui, il l'est, ai-je convenu. Mais cela ne signifie pas que je dois faire comme si le passé ne s'était pas produit. Il doit regagner la confiance, pas s'y attendre automatiquement parce que nous partageons de l'ADN. Au lieu de rentrer à la maison ce week-end-là, j'ai rencontré le docteur Karen, la thérapeute que je consultais depuis l'incident. Elle m'avait aidé à comprendre que fixer des limites n'était pas égoïste, mais nécessaire pour des relations saines. Comment te sens-tu à l'idée de manquer le rassemblement familial, a-t-elle demandé. Soulagé, ai-je admis. Et un peu triste, mais surtout en paix avec ma décision. C'est une croissance, a-t-elle approuvé. Il y a 1 an, tu y serais allé juste pour maintenir la paix, quel qu'en soit le coût pour toi. Elle avait raison. L'ancienne Allison aurait ravalé ses sentiments, joué la pacificatrice et serait rentrée à la maison pour un nouveau cycle de manipulation de Brian et d'encouragement de papa. Mais cette version de moi s'était noyée avec mon ordinateur portable dans la piscine ce jour-là. J'avais construit un nouveau système de soutien à Seattle, des amis qui respectaient mes limites, des collègues qui valorisaient mes contributions et une thérapeute qui m'aidait à naviguer dans les complexités de la guérison familiale à distance. J'apprenais que la famille pouvait être choisie, pas seulement de naissance. 1 an après l'incident de l'ordinateur portable, j'ai reçu un email de Brian. Il était court, seulement 3 phrases. Je suis sobre depuis 1 an. Je travaille avec un thérapeute pour faire amende honorable. Serais-tu ouverte à une conversation un jour? Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai pris le week-end pour réfléchir à ce que je voulais. L'ordinateur portable avait été remplacé depuis longtemps, ma carrière était de nouveau sur les rails, ma relation avec mes parents se guérissait lentement, mais Brian restait la pièce non résolue du puzzle familial. Après mûre réflexion, j'ai répondu « Félicitations pour ta sobriété. Je ne suis pas encore prête pour une conversation, mais j'apprécie que tu aies pris contact. Peut-être un jour. » Ce n'était pas un pardon, pas encore. Mais c'était une reconnaissance que les gens peuvent changer s'ils font le travail nécessaire. Il restait à voir si Brian était vraiment en train de changer, mais de toute façon, j'avais changé. J'avais appris à m'apprécier suffisamment pour exiger le respect, pour fixer des limites même quand cela faisait mal, et pour m'éloigner des relations qui causaient plus de douleur que de croissance. Le mois suivant, papa a appelé pour m'inviter à leur célébration du 35e anniversaire de mariage. Toute la famille sera là, a-t-il dit, ce qui voulait dire que Brian serait présent, mais je veux que tu saches que si tu n'es pas à l'aise, nous comprenons. Nous pouvons fêter ça avec toi séparément. Cette simple reconnaissance de mes sentiments, ce respect de mes limites, était la preuve de tout ce qui avait changé. Je vais y réfléchir, ai-je promis. Au final, j'ai décidé d'envoyer un cadeau mais de rester à Seattle. Il ne s'agissait pas d'éviter Brian, mais d'honorer mon propre parcours. Je n'étais pas prête à me glisser de nouveau dans les rassemblements familiaux comme si rien ne s'était passé. La vraie guérison prend du temps, et je me donnais la permission de prendre ce temps.
Avec le recul, je n'aurais jamais pu prédire qu'un ordinateur portable détruit serait le catalyseur d'un changement aussi profond dans notre famille. Mais il faut parfois une rupture spectaculaire pour briser des schémas dysfonctionnels qui persistent depuis des générations. J'ai appris que se défendre n'est pas égoïste, mais nécessaire, qu'encourager un mauvais comportement n'est pas de l'amour, mais de la peur, et qu'une vraie famille soutient votre croissance plutôt que d'exiger votre conformité. Plus important encore, j'ai appris que j'avais la force de créer la vie et les relations que je méritais, même lorsque cela signifiait faire des choix difficiles. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de le laisser faire face aux conséquences de ses actes. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner jusqu'à ce qu'il soit sûr de revenir. Et vous? Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui vous ont blessé? Comment avez-vous géré cela? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Et si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à ma chaîne et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de se protéger, même de sa famille. Merci d'avoir écouté mon histoire, et rappelez-vous, le véritable amour respecte les limites.